Bonjour et bienvenue, je suis Karine Anselme, journaliste et auteure, et pour aligner corps, cœur et esprit, je suis également praticienne en danse-thérapie. De danse, il sera question en filigrane dans ce qui suit. En effet, à petits pas ou à pieds joints, nous avons passé le seuil de cette nouvelle année. Alors pour ce podcast qui inaugure 2023, notre invitation tient un appel. Entrer dans la danse, point d'exclamation. En d'autres termes, faire corps avec les énergies du moment, nous accorder en cœur avec le flux mouvant et émouvant de la vie, nous brancher aussi sur les pulsations de la Terre et les rondes stellaires, et calligraphier notre engagement au monde. Pour prendre le pouls de cette vibration cosmique, nous avons fait appel à des invités connectés, porteurs d'une vision holistique du monde et du vivant. Nous aurons la joie d'accueillir d'abord Arnaud Rioux, qui viendra nous présenter son nouveau film Etugen, qui donne la parole à l'esprit de la Terre-Mère. Il nous relayera les messages des gardiens de sagesse en ce passage sensible de l'histoire de l'humanité et de la planète. Lui succédera Esmeralda Bernard, au prénom prédestiné pour une voyante. Et avec cette spécialiste de l'intuition, instigatrice de voyages initiatiques, nous vibrerons au diapason des énergies à l'œuvre et des forces de l'invisible, et nous interrogerons nos capacités intuitives. Enfin, avec Marianne Costa, l'une des plus éminentes spécialistes du tarot qui vient de publier un étonnant tarot du tango, nous interrogerons le dessous des cartes. Mais comme la danse est aussi un jaillissement tissé d'impromptu, une fois n'est pas coutume, nous serons accompagnés dans ce voyage par Sébastien Lilly, co-créateur et président de l'INRES, rédacteur en chef d'Inexploré et producteur sur INRES TV, qui tissera des ponts entre les visions des différents invités et nous partagera ce qui anime la rédaction. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques et via l'application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter pleinement de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse, disait Nietzsche. Dans le chaos du monde, nous portons symboliquement l'espoir qu'un sacré astre voit le jour pour éclairer nos pas et notre vision. Pour en parler, je suis heureuse d'accueillir Sébastien Lilly, qui tissera du lien en rebondissant entre les différentes interventions. Bonjour Sébastien. Bonjour chère Karine, je suis très heureux d'être là avec toi et avec nos invités. Oui, moi pour aussi. Souhaiter une lumineuse année à nos abonnés, je crois que c'est le thème du jour. Exactement, tous ceux qui nous suivent. Sébastien, j'ai une première question. Quels sont tes souhaits, tes vœux, pour donner de l'élan à 2023, puisque notre thème est d'entrer dans la danse ? Je crois qu'on peut souhaiter à tous nos lecteurs beaucoup de joie, déjà, de l'authenticité, je crois que c'est important, d'oser être soi dans ce monde, d'émerveillement et de magie aussi, on en a besoin, et je pense qu'avec Inexploré, on essaie d'apporter cet extraordinaire au quotidien, mais aussi de l'ancrage et du discernement. Je crois que ce seront deux mots-clés importants pour cette année qui promet d'être riche en couleurs, encore une fois. Oui, ancrage et discernement. Il est vrai que la nouvelle année, c'est aussi l'occasion de se retourner vers le passé pour mieux se propulser vers l'avenir. Quelle est l'étoile, peut-on peut-être rappeler, quelle est l'étoile qui guide notre mission à l'INRES et à Inexploré ? Justement, on parle du discernement, c'est très important parce que ça nous rend libres. Et comme le disait Thomas Jefferson, qui est le 3e président des États-Unis, on ne peut pas vivre libre et ignorant. Et c'est très dur, en fait, de ne pas être ignorant. Donc, la mission qui est celle d'Inexploré, et qui me semble très belle, c'est d'être à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible, pour nous pousser justement quelque part à la remise en question. Et avec la rédaction, on est à l'image d'une étoile ou d'une boussole, finalement. On offre des repères pour naviguer au grand public sur ces thématiques frontières. On joue le rôle de label de confiance pour mieux appréhender la réalité, pour mieux comprendre aussi les mystères du monde. On a une démarche d'explorateur et au fond, c'est ça être journaliste, c'est avoir le sens de l'exploration. François Ruffin dit une chose très juste, quand on veut changer le monde, on constate assez vite que le journalisme est une aide précieuse pour changer le rapport que nous avons avec le monde. Et c'est ça en fait la mission d'Inexploré, c'est d'aider le grand public, d'aider nos lecteurs à traverser l'existence avec le plus de conscience possible.
Et dans cette galaxie de l'INRES et d'Inexploré, quel sens, c'est-à-dire quelle orientation, quelle vocation, mais aussi quels nouveaux défis sont à l'œuvre pour cette nouvelle année? Oui, c'est vrai qu'on s'est construit comme un média à 360 degrés finalement, assez unique, puisqu'on vous propose des actualités, des podcasts, des magazines, mais aussi des films documentaires. On a créé d'ailleurs INRES TV avant l'arrivée de Netflix en France, ce qui est pour moi une assez grande fierté parce que ça montre qu'on est pionnier dans le fond et dans la forme, ce qui est assez intéressant, je trouve, aujourd'hui. Alors, pour réaffirmer justement cette qualité de référence sur l'extraordinaire, pour ancrer aussi notre place de média à 360 degrés, on a une super nouvelle pour nos abonnés et on se réjouit d'ailleurs de cela avec toute l'équipe. On a décidé de renommer INRES TV en Inexploré TV dès le printemps 2023. C'est-à-dire effectivement que la galaxie Inexplorée va se compléter. Vous avez Inexploré Digital qui vous propose des actualités, des podcasts et toutes nos archives en numérique. Vous avez Inexploré Magazine qui devient votre revue trimestrielle au format papier. Et vous avez Inexploré TV avec son lot de documentaires, de séries, d'émissions, de reportages, 80% de création originale. Donc Inexploré, c'est une belle aventure et j'espère qu'on continuera de la partager avec le plus grand nombre. Donc encore merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Oui, effectivement. Et on se retrouvera d'ailleurs pour continuer cet échange après Arnaud Rioux qui va nous présenter le film Etugen. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Et si le temps était venu de traverser la membrane poreuse entre le monde visible et invisible pour partir à la découverte de la grandeur de notre humanité? C'est à ce voyage initiatique que nous convie Arnaud Rioux dans le film Etugen, qu'il a réalisé avec Maude Beignière et dont l'INRES et Inexploré est partenaire. En cette période si sensible, cet enseignant spirituel et fondateur de la Voie de l'Acte, qui est un acronyme pour approche consciente de la totalité de l'être, va depuis 15 ans à la rencontre des gardiens de la sagesse, qu'ils soient lamas, yogis, chamans, hommes médecine, mais aussi artistes ou philosophes. Ces passeurs entre les mondes vivent connectés, corps, cœur et âme à l'esprit et aux forces de la nature. S'ils donnent à voir la beauté du monde, l'universalité et le précieux du lien, ce film nous prend aussi aux tripes. Il nous bouleverse en nous donnant à voir et entendre les cris de notre terre-mère massacrée, les larmes aussi de celles et ceux qui protègent le vivant en nous et autour de nous. Il nous confronte également en nous questionnant sur le sens de notre existence. Un film qui nous emmène loin, haut et profond. Arnaud Rioux, bonjour. Bonjour. Pour 2023, que peut-on vous souhaiter? Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce film soit vu par le plus grand nombre, parce que je crois qu'il y a un message qui me tient tellement à cœur que plus il sera partagé, mieux ça ira. Vous avez d'ailleurs eu des avant-premières. Quelles sont les réactions à ce film? Eh bien, si j'avais su qu'il serait aussi bien accueilli, je l'aurais peut-être sorti plus vite. Ça fait 4 ans qu'on est dessus. Ça peut sembler long, en tout cas sur un projet artistique. Et en même temps, quand on crée un film comme ça, où on ne sait pas au départ où on va, où on se laisse surprendre par l'imprévisible, par le mystère, 4 ans, ça passe assez vite finalement. Et on a fait effectivement une quinzaine d'avant-premières dans les grandes villes de France, à Paris, Bruxelles, en Belgique, on est à Genève, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, etc. Et on a à chaque fois la bonne surprise d'avoir des salles pleines et surtout d'avoir un public qui est vraiment touché, comme si ce message arrivait au bon moment. Le cadeau, ça a été que le film, qui initialement devait sortir il y a 2 ans, mais pour les événements qu'on imagine, tout a été ralenti, et donc au lieu de le faire en 2 ans, on l'a fait en 4 ans, et en fait c'est le bon moment qu'il sorte maintenant. Si on écoute bien les messages subliminaux, c'était juste que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, oui. Peut-être que ça tombe vraiment à ce moment où les personnes ont besoin de se relier, et je trouve que c'est un magnifique message de reliance que donne ce film.
Oui, merci, parce que c'était mon intention. J'avais pas envie de faire un film sur le chamanisme pour faire un film spirituel ou ésotérique. J'avais pas envie de faire un film ethnographique sur la Mongolie. J'avais pas envie de faire un film intellectuel sur les concepts de la spiritualité. J'avais envie de toucher les cœurs avant tout, parce que voilà, moi je suis quelqu'un de populaire. J'aime les choses qui me touchent dans mon cœur avant tout. J'aime pas me prendre la tête et j'aime bien être touché dans le cœur. Donc je voulais qu'Etugen, ça touche le cœur, que les gens sortent en se disant waouh, mais finalement l'humanité est belle, finalement ce monde est beau. On a été, nous, un peu fous pendant un demi-siècle, mais on peut peut-être retrouver un peu de raison pour retrouver notre vraie responsabilité d'humain sur la Terre. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Oui, cette grandeur, est-ce qu'elle se situerait justement à cette articulation entre le monde visible et invisible auquel nous ouvre le film? Oui, parce on a souvent opposé le monde de la matière, le monde de l'esprit, le monde visible et invisible. Et si on regarde, mais peut-être pour schématiser, mais on est vraiment en Occident tourné vers la matière. Les seules choses qui nous intéressent, c'est de développer le pouvoir d'achat, c'est de consommer davantage. On se dit qu'un pays qui va bien, c'est un pays qui consomme beaucoup. Donc on est toujours tourné vers la matière, vers l'extérieur. Là où les peuples du Condor ou les peuples asiatiques ou orientaux sont plus tournés vers l'intérieur, trouver la paix en soi, par la méditation, par le chamanisme. Et aujourd'hui, on vit une période de réconciliation entre les mondes de l'esprit et les mondes de la matière, parce que ça peut très bien cohabiter. Moi, je suis un homme moderne qui vit en Occident et je crois qu'on peut tout à fait avoir une spiritualité. La spiritualité n'est pas la religion, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, on peut avoir cette ouverture au sensible, cette ouverture à l'invisible, en étant pragmatique, en étant rationnel et en se laissant surprendre par la magie, parce que c'est quand même nos racines. Ce qui m'a frappé aussi justement dans le film, c'est que les chamans que vous rencontrez, que ce soit en Mongolie ou en Amazonie, ou même au Japon, ne font pas de distinction, ou en tout cas ne renient pas la modernité, et ils se disent très ouverts aux sciences et aux nouvelles technologies. Quelle est la passerelle qui peut se créer entre cette tradition et la modernité? C'est très étonnant, comme en France surtout, dès que quelqu'un s'intéresse au monde de l'invisible, qui joue du tambour pour développer pour découvrir le chamanisme, on va vite aller à se dire oh là, il est perché, il est barré, moi je suis pragmatique, je suis rationnel. Je peux vous dire que les chamans que je rencontre dans le film, qui viennent d'Amazonie ou de Mongolie, qui sont quotidiennement en lien avec les esprits, ont vraiment les pieds bien sur la terre, ils savent se repérer en forêt, ils savent reconnaître les plantes médicinales, ils savent monter à cheval, attraper le gibier, enfin ils sont très très matérialistes, très concrets, très dans la matière, des fois souvent plus que nous, et ils sont animés d'un sacré bon sens. Et là où aussi on vivait, parce que tous les peuples qu'on a rencontrés dans le film, il y a 50 ans, ça aurait été impossible de les rencontrer, parce que les lamas tibétains étaient au Tibet et n'étaient pas accessibles, parce que personne n'avait rencontré, ou presque, les chamans d'Amazonie perdus dans la jungle, où on a dans le film des tribus, je pense aux Unikwin, aux Karaja, qui sont pour lesquels il n'y avait eu aucun contact avec l'extérieur. Il y a 10 ans encore, 15 ans, il n'y avait eu aucun contact avec l'extérieur. Donc c'est vraiment des populations, c'est pour ça qu'on parle des peuples premiers ou des peuples autochtones, parce qu'ils ont un mode de vie, une relation à la nature, une relation au vivant, qui est très, très authentique, très incarnée. Et comme aujourd'hui, on peut plus vivre séparés, d'une part parce que l'Amazonie est malade, a besoin de notre soutien, donc eux aussi cherchent à communiquer. Donc c'est vrai ils ont appris très très vite. Moi j'ai été très surpris de voir des chamans d'Amazonie qui ne connaissaient rien à tous les réseaux sociaux. En un mois de temps, ils savaient monter des films pour justement montrer ce qui se passe en Amazonie et faire les montages sur des logiciels de montage et les diffuser, avoir des followers. Voilà, c'est bluffant de voir à quel point ils ont réussi à s'adapter. Mais peut-être parce qu'ils sont justement en lien profond avec le mouvement du vivant, ils ont cette agilité qui nous manque dans nos contrées où on est plutôt assis sur nos traditions ou sur la façon de faire. Ils ont ça, et puis ils ont surtout ils sont animés d'une attention qui est juste. Et pour moi, c'était une leçon. Je pense à certains chamans qui sont venus, par exemple, d'Amazonie, qui quittaient
pas le Brésil, mais l'Amazonie, leurs villages dans lesquels ils vivent à 300, 400 ou 500 habitants, et qui quittaient l'Amazonie pour venir en Europe, pour rencontrer, pour sensibiliser des gouvernements sur la situation en Amazonie. Et en 15 jours de temps, ils rencontraient les députés, ils allaient à la Commission européenne, ils rencontraient les responsables de la COP26, ils se déplaçaient, ils faisaient des conférences, ils allaient à la défense dans leurs costumes traditionnels avec des photographes, etc. En 15 jours de temps, ils avaient un programme qu'ils ont improvisé mieux que n'importe quel organisateur d'événements pourrait le faire. Donc il y a ce bon sens, cette capacité à s'adapter, parce que le chamanisme nous invite à nous adapter au terrain, même si le terrain est miné, même si le terrain est bétonné, ils savent quand même très bien. Et j'étais très très surpris parce que, pour remettre les choses dans le contexte, les chamans d'Amazonie, je pense à eux, vivent dans des villages dans lesquels il n'y a ni électricité, ni eau courante, on est vraiment dans la jungle pure et dure. Et quand ils sont arrivés en Europe et qu'ils sont arrivés à Paris, je leur disais ça va, c'est pas trop dur. Moi, rien que quand je quitte mon petit village pour venir à Paris, je suis un peu paumé, mais eux, pas du tout. Ils ont cette capacité à s'adapter à un monde vraiment en mouvement, qui est celui qu'on vit en ce moment. Et Tugen signifie l'esprit de la terre-mère. Ouais. Que nous souffle cet esprit à la conscience? Oh, c'est un souffle c'est un râle peut-être, un râle de souffrance, un râle de ras-le-bol, parce que voilà, sans faire le couplet écologique, mais on sait qu'on a en 50 ans de temps fait plus de dégâts sur la planète que nos ancêtres depuis l'homme des cavernes, qu'on a éradiqué la moitié des animaux sauvages, qu'on a exterminé 90% des vers de terre. C'est ce qui rend la terre stérile. On sait qu'en 2020, il y a autant de plastique dans les océans qu'il y a de poissons. Quand on regarde ça, on est obligé d'avoir une conscience écologique, de se dire comment on en est arrivé là, comment on en est, même pas pour notre bonheur. Une tomate aujourd'hui, c'est 27 produits phytosanitaires et 4 fois moins de richesse nutritive qu'il y a 10 ans. Quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce qui nous a pris en 20 ans, 30 ans de temps? Parce que c'est allé très très vite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un vêtement en moyenne acheté en France dans le commerce, il est porté 7 fois avant de finir à la poubelle? On se dit mais qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi on devient à ce point-là fou? Et il y a un prix à payer, qu'on paye cher, qui est toute la dégradation écologique à laquelle on est confronté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin de ce véritable réveil. L'écologie, c'est pas une option politique, c'est le seul combat qui nous intéresse en ce moment. Il y en a pas d'autre. Et ces relayeurs entre les mondes que vous avez rencontrés, vous nous dites qu'ils ont un message à transmettre quand on regarde le film. Ouais. Quelle est l'essence et la teneur de ce message, même si vous ne pouvez pas tout nous partager ici? Même si le chamanisme est complexe, même si la voie de questionnement avec les ancêtres est complexe, le message est très simple. Le message que reçoivent tous les chamans qu'on a rencontrés, que ce soit les chamans d'Amazonie, de Mongolie, du Japon, d'Arizona, etc., tous, le message, c'est le même. La Terre va mal, on arrive au bout de quelque chose. Ils nous appellent, nous les Occidentaux, les petits frères fous de la Terre, en nous disant on comprend pas. Vous êtes capable de détruire les richesses qui vous nourrissent, c'est-à-dire la Terre qui vous nourrit. Vous êtes capable de mesurer à quelle vitesse vous détruisez, et quand vous avez terminé les calculs, vous accélérez. Donc on comprend pas votre logique. Et effectivement, il n'y a pas de logique. Donc ils nous invitent tous à revenir à un bon sens. On n'a pas besoin, la Terre ne souffre pas d'un problème de ressources, elle souffre d'un problème de partage. Et on a ce problème de partage pour une difficulté de sensibilité. On n'est pas assez sensible, on a perdu notre sensibilité au vivant. C'est pour ça que le lien que j'établis avec le spirituel, c'est un lien très, très ancré à la matière. On est spirituel, on n'a pas besoin de rentrer dans une église, on peut rentrer dans une forêt et respecter la dimension sacrée de la forêt, parce que c'est elle qui nous nourrit. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de vie sur la Terre. S'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de vie sur la Terre. Donc on a besoin de la forêt, c'est vital. On a besoin, comme on a besoin du soleil, de la lune, des océans. C'est la base. Alors, on en a tellement besoin que les chamans parlent de la terre-mère et du père ciel, mais ce sont des allégories, des images pour nous rappeler que on n'est tellement pas grand-chose, nous autres êtres humains, par rapport à l'histoire de la Terre, à sa puissance et à son impact.
Et on est d'ailleurs, enfin, c'est le mot que j'utiliserais, bouleversé quand on voit ces chamans ou ces personnes d'Amazonie qui disent que même pour rentrer dans l'eau, elles demandent l'autorisation. On est vraiment à des années-lumière de ça. Est-ce que le respect, retrouver une forme de respect du sacré, c'est une des voies qui nous conseille? C'est vraiment la voie, c'est de réaliser que nous avons, voilà, de par l'histoire, que ce soit par notre histoire judéo-chrétienne, où on a lancé regardé les dieux et les déesses à l'extérieur de la cité, que ce soit par rapport à toute l'époque cartésienne, où d'un seul coup on devient hyper matérialiste. Aujourd'hui, on considère la nature comme des ressources à notre disposition, comme des gadgets. Donc du coup, on est en train de racler les fonds des océans parce qu'on va préférer tel poisson au défi de n'importe quelle loi écologique. C'est-à-dire que c'est une vue à court terme qui est complètement délirante, quoi. On se dit, mais comment on peut aujourd'hui encore gratter les coraux? On sait que ça met 200 000 ans à se créer. Qu'est-ce qui nous amène à vouloir tout détruire pour aller trouver tel poisson? Qu'est-ce qui nous invite à aller couper nos forêts en Bourgogne pour aller vendre le bois en Chine? Au nom de quelle logique? Il n'y a aucune logique à ça. Aucune. Donc on a besoin de se dire que... Et peut-être de passer plus de temps dans la nature. Quand on passe plus de temps dans la nature, qu'on voit à quel point on a besoin de l'ombre des arbres, on l'a vu quand il y a eu les périodes l'été dernier où on est monté vers des températures caniculaires. Mais quand moi j'ai la chance de vivre vraiment à la campagne, de vivre très proche de la nature, mais je peux voir que quand je vais en ville, je supporte pas d'être sur le goudron parce qu'il fait 7 ou 8 ou 10 degrés de plus entre la forêt, les forêts intenses et denses de Bourgogne et les villes, il y a 7 ou 8 ou 10 degrés de plus. Donc, si on imagine ce qui se passe sans les forêts sur la Terre, on accélère le réchauffement climatique. C'est du délire. Et le tournage d'Itugen a été contrarié, vous nous l'avez Oui. dit d'ailleurs, par les confinements, donc il a duré plus longtemps. Quand vous avez repris les tournages, est-ce que vous avez observé un changement à la fois dans la vision, la posture des personnes que vous rencontriez? Est-ce que le message d'alerte était plus intense après la période du Covid? Ce qui est très étonnant, c'est que le film s'est fait comme je vis ma vie, c'est-à-dire, moi j'ai un proverbe, c'est je tire et puis je vise après. Autrement dit, je joue et j'ajuste à partir de ce qui s'est passé. Et Etugen, initialement, on devait juste tourner en Mongolie. Et en revenant de Mongolie, j'ai vu les images, je me suis dit, waouh, on peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on ouvre davantage, et donc qu'on ouvre aux chamans d'Amazonie, qu'on ouvre... Et puis, au-delà de faire un film sur le chamanisme, je voulais vraiment traduire combien le message des chamans, mais pas seulement des chamans, des sages, des yogis, etc., comment il est important et le lien qu'on peut faire avec notre santé, avec la médecine, avec l'écologie, avec l'économie. Donc, du coup, ne pouvant pas partir aussi loin qu'on voulait, parce que tous les voyages qu'on devait faire, d'une part, il y a eu les conditions sanitaires, mais en plus, même moi, j'ai été coupé par un élan de faire le tour du monde. Je pouvais plus prendre l'avion pareil. Je me suis dit, non, ça n'a pas de sens de faire ça. On peut aussi tourner des choses en Europe, en France, et donc ça s'est fait comme ça. Et ce que j'ai repéré, c'est que le fait que le film sorte maintenant, notre état d'esprit, il y a une sensibilité qui est beaucoup plus là. On a beaucoup plus, le film évoque beaucoup la quête de sens, quel est le sens de notre vie, et des questions qu'on se posait un peu plus légèrement il y a 4 ans, aujourd'hui sont des questions clés, notamment pour la jeune génération, qui vraiment se dit, ok, qu'est-ce qui nous arrive? Ce qu'on vient de vivre pendant cette période, ces 2 dernières années, c'est quelque chose qui nous a tous interrogés, qui a changé notre rapport. Alors, même si on a repris, on a pu voir, par exemple, pendant le confinement, le premier confinement, tout le monde a fait appel, surtout dans les campagnes, aux AMAP, aux circuits courts, et on s'est rendu compte que finalement, on était mieux nourris en mangeant local, puisqu'on n'avait pas le choix. On s'est dit, mais c'est tellement meilleur, c'est tellement plus simple, il y a eu tellement la solidarité, il y a eu on a renforcé ça, l'écologie, les circuits courts, la solidarité, le partage, l'échange.
il y a eu les dimensions sombres aussi de cette période-là, mais il y a aussi une période lumineuse. Et ça laisse comme une graine qui nous fait dire c'est possible. On est dans une période de chaos. De toute façon, quand on est dans un monde où 1% de la population détient autant que 99% des autres, quand on est dans un monde où il y a 1 milliard d'habitants qui vit avec moins d'1 dollar par jour et pratiquement 3 milliards, 2 milliards 8 qui vit avec moins de 2 dollars par jour, on est dans un monde qui de toute façon est complètement déséquilibré. Quand on est dans un monde avec 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, alors que d'autres, enfin dont nous, faisons nos besoins dans de l'eau potable, on est obligatoirement obligé de s'interroger. Et il y a un temps toujours entre le moment où on s'interroge et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Je le vois au niveau des vêtements, par exemple, de plus en plus de gens se disent mais on va peut-être s'interroger davantage quand on achète des vêtements. On peut plus acheter les vêtements qui ont été fabriqués par les prisonniers chinois ou par les enfants indiens parce que c'est ou par des colorants qui polluent les rivières. On fait attention à ça. Donc on paye un peu plus cher, on en achète un peu moins et on se porte d'autant mieux. Oui, c'est sûr. Dans le film, on peut voir que vous avez tissé un lien très fort avec Ayengat, Ouais. une chamane en Mongolie. Elle, tout comme les autres chamanes ou guérisseurs que vous avez rencontrés, disent avoir répondu à un appel. Quelle a été la nature de votre appel? Ça reste un grand mystère pour moi parce que ça fait 25 ans maintenant à peu près que je côtoie les chamans, les lamas, les moines, mais je le côtoie avec mon histoire d'occidentale. Voilà, moi j'ai des racines qui sont des racines celtes, druidiques, etc. Mais voilà, je me suis intéressé beaucoup au bouddhisme tibétain, au chamanisme amazonien, etc. Et c'est au bout de plusieurs voyages en Mongolie où la rencontre avec grand-mère Chingis Ayengad, qui est une chamane mongole, une chef spirituelle d'une lignée de chamanes mongols, a reconnu ma propre lignée et c'est vraiment elle qui m'a plus que mis le pied à l'étrier puisqu'elle m'a pas imposé, parce que rien n'est imposé, mais elle m'a vraiment plus qu'encouragé à incorporer moi-même mes ancêtres. C'est elle qui a dessiné mon armure en fonction des visions qu'elle avait eues. Elle l'a fait réaliser, elle m'a transmis, ça a duré, voilà, plusieurs mois de vraiment transmission pour me demander presque de prendre mes responsabilités aujourd'hui de chaman, même si je me sens plus aujourd'hui interprète, parce que il n'y a pas un chamanisme, il y a des chamanismes, et le chamanisme mongol, le chamanisme d'Amazonie, et nous, parce qu'on a quand même nos racines, faudrait pas l'oublier, de druides qui ont une sagesse très forte, très puissante, par les pierres, par les soins, il y a une grande sagesse dont on est héritier, mais simplement on a coupé un peu Donc moi, l'appel mon appel d'âme il a été progressif, il a été très tôt, puisque très tôt, je me suis toujours plus intéressé au monde intérieur qu'au monde extérieur. Moi, ça m'a toujours plus fasciné de découvrir la nature de l'âme que d'avoir une belle voiture. Donc, le monde intérieur m'a toujours plus fasciné. Et les rencontres se sont faites naturellement au fil des années. Mais la rencontre avec Ayengat m'a amené à prendre beaucoup plus mes responsabilités en tant qu'interprète, c'est-à-dire que notamment par ce film, puisque je donne la parole à des chamans d'Amazonie, de Mongolie, d'Arizona, du Japon, de Nouvelle-Zélande, et donc je me sens interprète ou porte-parole de ces sagesses, mais ça s'est fait naturellement, et ça c'est ma responsabilité, ouais. Oui, quand vous incorporez vos ancêtres, là c'est une curiosité qui m'anime. Est-ce que c'est la même chose que quand Ayengat, par exemple, incorpore ses ancêtres? Est-ce que les messages sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des messages typiquement occidentaux et des messages plus asiatiques? Ce qui est très étonnant, c'est que dans le parcours, tous les chamans de Mongolie que j'ai rencontrés, quand ils ont commencé à incorporer leurs ancêtres, quand ils ont été reconnus chamans, c'était comme si on vous annonçait que vous avez la peste d'un seul coup. C'est un coup qui arrive sur la tête en se disant mince, il va falloir que je fasse ça, parce que le chaman, c'est celui qui se dessine à soigner les maladies,
nuit, à aller voir les troupeaux, à aller visiter les cimetières. Donc c'est pas vraiment une vie voilà, lumineuse ou etc. C'est totalement à l'inverse de la France où peut-être comme on a perdu ce sens de la spiritualité, il y a une fierté ou il y a une envie de devenir chaman. Moi, tous les jours, j'ai des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez me dire si je suis chaman? Donc on a cette envie-là qui n'est pas du tout mongole. Moi, j'incorpore exactement comme eux, c'est-à-dire dans un état de transe au tambour. C'est comme ça que j'ai appris avec eux. Je revêt l'armure de mon ancêtre et je vais recevoir les enseignements et l'énergie de mon ancêtre, qui est un druide qui a vécu en Bretagne à la fin du XIIe siècle, et donc qui me transmet toutes les informations qui sont liées à ma lignée. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les messages sont généralement très, très simples, pleins de bon sens, mais ils me donnent beaucoup d'informations sur la façon dont vivaient les druides au XIIe siècle, sur la façon dont ils ont pu, par exemple, passer quand il y a eu toute cette évangélisation et la destruction et la tuerie des druides et des sorcières, l'extermination en masse des druides et des sorcières. Ils me racontent vraiment comment ils ont fait pour se cacher, pour pouvoir continuer à perdurer, à transmettre leur enseignement, qui fait qu'aujourd'hui, 7 siècles après la plus grande extermination des druides, on a encore accès à ces informations. Dans le film, mais comme vous l'avez partagé, vous donnez non seulement la parole aux gardiens de la sagesse, que sont les chamans, les lamas, les yogis, les hommes médecines, mais vous donnez aussi la parole à des philosophes, à un ingénieur forestier, à une pianiste. Comment avez-vous choisi les personnalités de votre constellation et quel fil les relie ? Le fil de la vie, puisqu'ils se sont imposés naturellement au fur et à mesure du film, ça se passait comme ça, que j'ai terminé une session de tournage et puis j'apprenais que où je pensais simplement à tel intervenant, où on me disait bah tiens, il y a Ernie Lapointe par exemple qui est de passage en Europe en ce moment, donc ça se faisait comme ça, comme s'il y avait une histoire par exemple. Initialement il n'y avait pas de chaman, de lama tibétain dans le film, et puis parce que ça s'était présenté comme ça. Et moi, ayant passé 10 ans avec les lamas tibétains, je me disais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de lama. Et je pose l'intention parce que j'étais plus tellement en lien avec ces lamas que j'ai côtoyés il y a des années. Je me dis, tiens, j'aimerais vraiment bien rencontrer un lama qui soit à la frontière entre le chamanisme et le bouddhisme. Mais je pose l'intention. Et puis, j'allais donner une conférence le lendemain à Montpellier. Mon assistante m'appelle en me disant, Arnaud, j'ai avancé ton train d'1 heure. Ah bah, je dis ok, bon, allons-y. Et je rentre dans le train et à peine je me retrouve dans le compartiment, j'entends une grosse voix qui me fait oh, shamanic drum. J'avais mon tambour chamanique, je lui dis oui, c'est. Puis il me regarde, il me dit you are shaman. Et je le vois avec sa grande robe rouge, c'était un lama tibétain. Et je dis mais you are Rinpoche. Il me dit yes. Je lui dis mais c'est incroyable parce que hier, je disais que j'avais envie de rencontrer un lama tibétain pour le film et là, vous êtes là. Je dis c'est incroyable. Il m'a fait no incredible, just karma. Hein, et c'est comme ça et ça a été comme ça pratiquement pour toutes les rencontres du film. Tous les intervenants se sont imposés avec ce naturel. Et moi, ça me tenait à cœur je suis j'ai cette dimension spirituelle, mais je suis très pragmatique. J'aime bien parler aussi de l'intelligence des arbres avec les chamans, mais aussi avec les ingénieurs forestiers qui nous démontrent, d'après des études, que les arbres communiquent entre eux, que les arbres sont sensibles, qu'ils sont solidaires, qu'ils ont une mémoire émotionnelle qui dure sur plusieurs mois. Autrement dit, si jamais le même bûcheron va entailler un arbre tous les jours, l'arbre va s'en souvenir. Ça, c'est des expériences qui ont été faites, etc. Donc ça m'intéresse de discuter avec des ingénieurs forestiers, comme ça m'intéresse de discuter avec des neuropsychiatres, avec Dr Olivier Chambon, qui a tout un tas de certificats en statistique, en épidémiologie, etc. Comme ça m'intéresse de parler avec Thierry Janssen, qui est un ancien chirurgien, de parler de la santé, comment on peut évoquer les liens entre la santé, l'environnement, de façon à avoir cette approche qui pour moi est très importante, qui est une approche holistique, une approche intégrative. Aujourd'hui, on a des formes d'intelligence qui sont exceptionnelles, mais qui ne se rencontrent pas. Donc les druides, par exemple, avaient une intelligence par rapport au minéral qui nous échappe encore. Je prends un exemple très concret.
Il y a l'un des menhirs en Bretagne qui s'appelle le Grand Menhir des Fées, qui pèse 27 tonnes. Il a été taillé dans une carrière en granit. Les habitants à l'époque des villages n'étaient pas plus de 50 et la carrière de granit la plus proche, elle est à 40 km. Donc déjà, quand on se demande comment ils ont posé ce bloc de 27 tonnes, il n'y a aucune explication. Donc ils avaient une connaissance des minéraux qu'on a perdus, comme les chamans d'Amazonie ont une connaissance que leur donnent les plantes médecines, qui fait qu'aujourd'hui, à peu près 70% de tous les savoirs qu'on a sur les plantes viennent des chamans. C'est les chamans qui, dans des états de transe, vont nous dire que, je sais pas, le millepertuis, c'est bon pour le sommeil, que le romarin, c'est bon pour la digestion, la lavande, c'est bon pour la peau. Quand on pose la question de savoir comment on le sait, pour les chamans, c'est naturel. Ils interrogent la plante. Donc, on peut évoquer ces thèmes-là avec des scientifiques, avec des philosophes. Comme ça, on a vraiment cette approche holistique parce qu'on a on a besoin aujourd'hui, en fait, de réconcilier. La spiritualité, c'est pas une option. On a besoin, en fait, d'avoir cette dimension spirituelle associée à une dimension scientifique. Ça va très, très bien ensemble. Oui, plus étonnant, il y a également un chef d'entreprise qui s'exprime et je trouvais ça très éclairant parce qu'effectivement, on montre souvent ces sphères spirituelles en parlant de méditation, etc., mais très peu dans le concret et j'ai trouvé que son intervention était éclairante, même si elle était un petit peu étonnante dans le film à un moment. Mais voilà, je trouvais que c'était... Ça interpelle parce qu'effectivement, on va regarder la spiritualité ou l'écologie en se disant c'est un monde à part. Puis à côté de ça, il y a le monde de l'industrie. C'est vrai que l'industrie a fait des dégâts. C'est vrai aussi qu'il y a des chefs d'entreprise qui s'intéressent. Par exemple, là, en l'occurrence, Marc-Henri Beauzire, qui est le PDG d'une grande groupe industriel français, s'interroge. Il ne voulait plus faire de chaussures en cuir. Il s'est dit comment on peut remplacer le cuir. Et donc, il a, en travaillant avec des ingénieurs chimistes italiens, découvert qu'on pouvait faire des chaussures avec le mou du raisin qui n'était pas utilisé. Donc il a réalisé des chaussures en raisin, comme il commence à en réaliser en maïs, etc. Donc on a énormément d'opportunités, ou alors comme l'une des plus grandes pollutions de l'eau aujourd'hui, c'est la teinture pour les vêtements. Et plus exactement, c'est le liant qu'on utilise dans la teinture. C'est ça qui saccage l'eau. Donc des entreprises s'intéressent pour rendre l'eau qu'ils utilisent moins polluée à la sortie de l'usine qu'à l'entrée de l'usine. Donc ils ont une véritable conscience écologique, comme ils peuvent aussi travailler sur des vraies quêtes de vision, avoir du sens. Et moi, j'ai travaillé depuis énormément avec les entreprises qui ont envie d'avoir cette approche spirituelle, écologique. Mais initialement, quand j'intervenais dans les entreprises pour parler de méditation, au début, on savait pas très bien parce qu'on a opposé, par exemple, le bien-être et la performance. Donc on se disait, on n'a pas le temps de faire du bien-être parce qu'on fait de la performance. Donc les entreprises couraient comme ça. Ça donne les résultats qu'on connaît autour du burn-out, de l'ulcère à l'estomac qui concerne quand même 20% des cadres actifs. Donc c'est une vraie question. Donc si on veut aller bien en entreprise, on sait qu'on va avoir besoin de respirer davantage, de s'intéresser à la méditation et ce qui est aujourd'hui pratiquement pas rentrer dans les mœurs quand même, on n'en est pas là, mais de plus en plus d'entreprises s'intéressent à la méditation, s'intéressent à la philosophie. Je crois que on va pouvoir s'intéresser au chamanisme et avoir cette approche globale. Ça n'aurait rien de délirant. Dans les plus grandes sociétés de l'histoire, que ce soit chez les Égyptiens, chez les Mayas, chez les Druides, etc., le spirituel chez les Mongols, Gengis Khan, a été le plus grand chaman mongol de tous les temps. C'est le fils, quand même, dans la tradition, d'une biche et d'un loup. Donc, dans la tradition mongole, et s'il a eu le rayonnement qu'il a eu, ça a été quand même le plus grand chef des armées qui a créé le plus grand empire mongol de tous les temps. Et tout son enseignement vient de ses oracles, c'est-à-dire c'est lui qui canalisait et donc qui savait comment les lignes ennemies allaient s'exposer, etc. Donc il y a toujours eu dans l'histoire, dans les grands empires, jusqu'à César qui était par sa femme qui consultait la Pythie pour avoir les rêves pour qu'il ne la veille de son assassinat. Donc on sait que dans toutes les traditions de l'histoire puissante, il y a eu un mariage possible entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est-à-dire
prendre soin du ciel et prendre soin de la terre. Et quand on arrive à retrouver ça dans une société, alors la société devient bien plus forte que si elle se coupe de tout son sens et sa spiritualité. Et dans Itugen, il y a les paroles vraiment d'une lucidité tranchante, mais il y a aussi, et ça je trouve que c'était bouleversant, des profondeurs de temps de silence. Quel est le rôle du silence dans le bruit et le chaos ambiant ? L'un des moulins des gageures des Tugen, ça a été de se dire comment on peut filmer l'invisible. Et c'est pas facile au cinéma de filmer l'invisible, de filmer les esprits. Et c'est une question de rythme, c'est une question... La musique a un rôle très important. On a travaillé avec le compositeur Michel Korb qui nous a fait une musique exceptionnelle parce que ça va jouer énormément pour embarquer, pour toucher les cœurs. Et le silence, quand on intègre le silence dans les témoignages, mais aussi dans les images, on va donner un rythme incroyable au film qui là aussi touche les cœurs, je crois. Oui, qui donne une densité, une profondeur et qui donne à aller voir aussi à l'intérieur de nous-mêmes, je trouve. Ouais. Toujours à propos d'émotions, il y a énormément d'émotions qui parcourent le film. Notamment, il y a l'émotion de Thierry Janssen, vous en avez parlé de Thierry, quand il souligne la maltraitance de l'humain dans le soin, mais aussi les larmes d'Alice Patachot quand elle parle des massacres que l'on peut perpétuer sur la terre-mère. Est-ce que vous pensez que les émotions soient contagieuses et comment peuvent-elles faire bouger les lignes ? Heureusement, elles le sont, puisque toutes les neurosciences nous l'apprennent. Toutes nos décisions sont prises par l'émotion, pas par le rationnel. En gros, le rationnel prend 5%, l'émotionnel, c'est 95%. On prend nos décisions parce qu'on est ému, parce qu'on a peur, parce qu'on a le cœur ouvert, parce qu'on culpabilise, parce qu'on a honte, parce qu'on a du désir. Donc nos décisions, elles sont émotionnelles avant tout. Quand on comprend ça, on va effectivement, dans un film, faire en sorte de toucher par l'émotion. Mais ça se fait naturellement. Quand je demande, par exemple, à Thierry Janssen, alors qu'il était en train de parler d'opérations, j'ai cette image qui me vient, où je dis, tiens, Thierry, est-ce que tu connais le serment d'Hippocrate? Est-ce que tu le connais par cœur? Il me dit, oh, je le connais, peut-être pas tout à fait par cœur. Et donc, je lui sors le serment d'Hippocrate. C'était pas du tout prévu dans le scénario. Je dis, est-ce que tu es d'accord de le lire? Et donc, il lit le serment d'Hippocrate, et au moment où il lit le serment d'Hippocrate, il réalise ce pourquoi tous les médecins se sont engagés, qui n'est plus aujourd'hui respecté. Donc ça fait comme un choc. Et ça fait ce choc pour beaucoup d'intervenants, puisqu'on prend le temps de les mettre là où ils en sont. Quand Alice Patachot, qui est une activiste qui a 21 ans ou 22 ans, commence en disant je suis triste aujourd'hui parce que, ou je suis plutôt désespéré aujourd'hui de savoir que je ne vivrai probablement pas jusqu'à 80 ans. Parce que c'est une réalité. Et effectivement, moi qui interviens beaucoup pour soutenir les peuples d'Amazonie, depuis ce qu'ils vivent depuis 10 ans, c'est quelque chose dont on n'a pas idée, parce que la déforestation a été multipliée par 6, parce que les peuples autochtones qui sont propriétaires des terrains, je pense aux Guarani par exemple dernièrement, dont les terres ancestrales leur appartiennent, une entreprise européenne, espagnole exactement, soutenue par le gouvernement brésilien, s'est installée sur place, et comme c'était des terres qui étaient réservées, qui étaient protégées par l'Organisation des Nations Unies, etc., par la FUNAI, qui sont l'organisation brésilienne, cette entreprise espagnole a commencé par creuser le cimetière, arracher les plus vieux arbres, en se disant, voilà, maintenant, ça n'est plus un trésor de l'humanité. Donc, c'est d'un cynisme, et les anciens Guarani, quand ils ont assisté à ça, ils se sont dit, mais comment on peut être possible d'être aussi insensible? Parce que c'est ce qu'ont fait les promoteurs, ils ont creusé le cimetière, ils ont tué les grands arbres en les coupant, comme Avatar, c'est la même chose. C'est pas de la science-fiction, c'est le même niveau d'insensibilité. Et du coup, les Guarani n'ont pas eu d'autre ressources que de quitter leur village pour aller se mettre plus loin dans la forêt. Terre ancestrale qui date de leurs ancêtres depuis plus de 5000 ans. Donc quand on est face à ça, on se dit, comment est-ce qu'on peut être aussi insensible? Chacun à son niveau, parce qu'il y a aussi tellement de gens aujourd'hui qui me disent, je pleure d'être trop sensible. Et je crois
crois qu'on a besoin d'être justement sensible, de donner à son cœur une vraie sensibilité, mais qui va pas nous rendre fragiles. Moi, je crois on peut être très sensible en étant très puissant. Et on a même, c'est notre vraie puissance, elle naît de notre sensibilité. Et avant de nous quitter, pour ces gardiens de la sagesse, la Terre est en train de vivre une forme d'accouchement d'elle-même. Donc nous sommes en train de vivre ces contractions. On sait que les contractions peuvent être longues et douloureuses. Et le bouddhisme, lui, parle de la fin de l'ère sombre. Alors si la Terre vit actuellement une nuit noire de l'âme, à quelles étoiles nous peut-on se raccrocher en tant qu'humains au cœur de toute cette noirceur ? Merci de finir sur cette image, puisque quand on regarde les prédictions ou les prophéties, que ce soit les prophéties mayas, ou que ce soit les prophéties égyptiennes, ou que ce soit les prophéties d'Amazonie, la prophétie de l'aigle et du condor, toutes les prophéties nous parlent de cette période qu'on vit aujourd'hui, 2000, 2020, 2030, jusqu'à 2040, qui est une période de transformation, de mutation. Et l'être humain a besoin de faire des véritables choix parce qu'on est en train de voir l'effondrement d'un système. C'est pas l'univers qui meurt, c'est pas la planète Terre qui meurt, elle s'en remettra. L'histoire de l'arrivée de l'être humain à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ça correspond à peu près à 15 secondes à l'échelle d'une semaine, pour remettre les choses dans le contexte. Donc la Terre, elle s'en remettra. Par contre, l'humanité, oui, elle peut-être peut vivre sa fin. Pour les chamans mongols, toutes les planètes ont un rôle dans le système solaire. Et le système solaire, c'est le Père Ciel est lié au Soleil, c'est lui qui nous donne la vie. Et que ce soit toutes les planètes fondamentales, la Lune, Mars, Jupiter, Neptune, etc., ont un rôle. Le rôle de certaines, c'est d'envoyer de la connaissance, de la stabilité, et le rôle de la Terre, c'est d'être dans le cœur, dans l'amour et dans la joie. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, vous me demandez à quelle étoile on peut se référer. Je dirais à l'étoile du cœur, qui est l'étoile solaire, qui brille dans notre plexus solaire. Et je crois que dès que, malgré ce tableau qui peut paraître un peu sombre extérieurement, la seule réponse à ça, c'est la joie. Parce que quand quelqu'un est dans la joie, quand quelqu'un est dans le cœur, quand quelqu'un est dans la foi, ça devient tellement contagieux qu'on a vraiment envie de le suivre. C'est un très beau programme pour 2023, puisque c'est notre invitation d'entrer dans la danse de 2023 avec la joie. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste. Peut-être juste préciser où peut-on voir le film Etugen, sachant que, comme on le disait au début, INRES et Inexploré sont partenaires et on pourra retrouver le film, mais il faudra un peu patienter sur INRES TV. Mais pour l'instant, où peut-on découvrir le film ? Alors effectivement, l'INRES et l'Inexploré est partenaire. Il a été un partenaire très tôt, puisque très tôt, ils ont montré leur intérêt pour ce film, et je les en remercie, je vous en remercie. Quand on fait un film aujourd'hui, c'est surtout que ce film-là est un film de communauté, puisqu'on l'a créé en lançant un crowdfunding, un KissKissBankBank qu'on a lancé en 2019, je crois. Au début, c'est ça, en 2019, on a lancé un premier crowdfunding. Donc c'est vraiment porté par la communauté. Aujourd'hui, le cinéma va mal puisque depuis le confinement, les gens ne retournent pas dans les cinémas. En revanche, ce thème-là touche, parce que c'est le thème du sens de la vie, c'est le thème. Donc c'est ce qui fait que là, les avant-premières, il y a beaucoup de monde. Mais on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. On ne sait pas ce que sera la sortie. Au moment où j'enregistre avec vous cette entrevue, on ne sait pas quelle sera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous annonçons, le film est porté, plus il y a de gens qui vont en parler, plus il y a de bouche à oreille qui en parlera, plus le film, je crois que je pense à mes amis, à mes confrères, que ce soit Marc de la Ménardière, Cyril Dion, enfin tous les films qui sont des films d'humain, en quête de sens, des films de communauté, elles chamboulent un peu les règles établies par le cinéma en disant on peut faire aujourd'hui connaître des films autrement. C'est ce qui fait qu'Etugen est beaucoup invité dans des salles d'arrêt-essai, dans des salles alternatives, dans des festivals, et on remplit des salles de 400, 500, 600 personnes, là où justement en passant à côté des circuits officiels, et je crois que ça correspond
au changement de vibration de l'humanité, c'est nous, les citoyens, c'est nous, le peuple, qui faisons le changement. C'est plus les gouvernements, c'est plus les institutions. Donc, plus nous sommes nombreux à porter ce film, plus on le verra dans des salles différentes. Et ça, simplement en regardant sur le site des Touggen, touggen.fr, ça vous aurez toutes les informations. Merci d'être venu nous en parler, en tout cas. Avec Merci plaisir. Arnaud. Au revoir. Arnaud Rioux, à travers Etougen, nous a partagé la vision et les messages des gardiens de la sagesse. Sébastien, en quoi écouter le vivant et les lois de la nature peut nous mettre sur le chemin de la connaissance de soi et du mieux-être ? Je crois qu'il y a une chose importante dont il faut se souvenir, c'est que la nature, elle existe depuis des millions et des millions d'années, et rien n'a été simple aussi pour elle. Au contraire, ces millions d'années lui ont permis de trouver justement cet équilibre qui est si cher, je pense, en notre temps. Et on le voit bien avec le monde végétal, par exemple, avec l'univers des forêts, des arbres, des plantes ou des champignons. C'est un règne qui a porté en lui une forme de chaos destructeur. Et finalement, c'est au fur et à mesure du temps seulement qu'un équilibre s'est créé dans le partage des ressources, dans le cycle de l'eau, dans le cycle du carbone, dans le cycle de l'azote. Et finalement, c'est un petit peu la mission qui est destinée aussi à l'être humain. On est aussi porteur d'un chaos destructeur qu'il nous faut appréhender. Et je pense qu'on vit une époque où l'être humain a besoin de prendre conscience de ses traumas, bien sûr, mais aussi de sa force, de son pouvoir personnel et collectif, et de ses limites, en fait, qu'il convient de trouver. Et tout cela pour appréhender, je pense, son contraire aussi, c'est-à-dire une forme de vulnérabilité. Et pour cela, rien de mieux que se relier à la nature pour découvrir la vulnérabilité. Arnaud nous l'a bien rappelé, mais il suffit aussi de regarder son jardin. On voit à quel point la nature est vulnérable autour de nous. Et c'est donc en se reliant à elle qu'on découvre le féminin sacré, qu'on comprend aussi pourquoi, depuis la nuit des temps, un certain nombre de peuples racines, d'êtres humains, vouent un culte à la terre-mère. C'est celle qui représente la création, l'enfantement, la fertilité, mais aussi la vulnérabilité. Et la nature est le point de départ, finalement, de toute vie sur Terre, de cette manifestation visible que nous connaissons. Donc, l'être humain doit devenir un gardien de cette belle planète bleue. Et je crois que c'est le défi de notre temps. Comment s'insérer dans cette nature ? Comment vivre en symbiose avec elle ? Comment favoriser ce qui ressemble à une grande horloge suisse, finalement, au mécanisme de cette grande horloge, mais qui n'est autre que le monde visible que nous connaissons. Cette forme de réceptivité à la nature nous ouvre aussi sur les peuples racines. Que peut-on retenir de leurs enseignements ? Il y a un message très fort, c'est d'arrêter de penser la société finalement et de trouver des espaces pour écouter le monde, pour percevoir ce qui se cache derrière le voile des apparences. On a parlé du chamanisme, c'est rien d'autre que ça finalement. C'est aller chercher derrière les apparences une réalité qui nous échappe. C'est aussi le grand message des expériences mystiques, c'est d'accéder à une forme d'amour inconditionnel, de réalité absolue, qui nous invite à reconsidérer une chose, je pense, c'est le lien qui nous unit au monde, le lien qui nous unit aux autres, le lien qui nous unit à la nature, qui nous unit à Dieu aussi. Et quand on médite sur le lien qui nous unit au reste de l'univers, on se rend compte que une cellule, une molécule, une particule, une étoile, un photon, un arbre ou un champignon n'a absolument aucune raison d'être finalement sans les autres. On n'a aucune raison d'être tout seul. Donc je crois que c'est dans ce lien que se joue finalement notre éveil. Et c'est dans les relations insoupçonnées surtout que se jouent nos prises de conscience. Sa grand-mère maternelle était médium, même si elle n'en faisait pas profession. De ce côté-là de la famille, le paranormal était normal. Cependant, malgré ce bain d'extraordinaire, notre invité devra attendre un rêve prémonitoire pour que s'ouvrent ses perceptions extrasensorielles. Esmeralda Bernard, qui ne manque pas d'humour, dit qu'avec un tel prénom, qui est son vrai prénom, les gens s'attendent à la voir débouler avec une chouette sur l'épaule, une boule de cristal à la main. Alors oui, Esmeralda est voyante, une voyante très clairvoyante d'ailleurs, mais elle a la tête bien sur les épaules. Aguerrie à l'intuition, elle l'enseigne et accompagne les personnes à la rencontre de leurs perceptions subtiles.
Sacrée voyageuse au sens propre et figuré, elle propose aussi des voyages initiatiques à la rencontre de soi et des mystères du monde. Bonjour Esmeralda. Bonjour Karine. Je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast qui prend le pouls de 2023. Justement, pour commencer, quels seraient vos vœux pour cette année ? La bienveillance, la paix et l'amour pour tous. Vous nous avez fait un tirage. C'était la surprise, vous êtes arrivé avec un tirage. Donc je vais vous demander un petit peu quelles sont les énergies, les lignes de force et peut-être les défis en jeu cette année. Vous êtes parti du jeu que vous avez créé, du tarot que vous avez créé. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.